n'est pas vraiment démocratique. Je parle sur l'État d'Israël dans nos frontières de 67. Pourquoi pas démocratique? Parce que l'État d'Israël se définit comme État juif et pas État israélien. Est-ce que pour vous, républicains, le bon républicain français, c'est clair ou non? Oui. Donc pourquoi des autres, les intellectuels, les démocratiques et tout ça, ce n'est pas clair pour eux? Je ne vois pas. Je n'arrive pas à saisir comment on peut justifier cette base de cet État, qui est un État communautaire, parce qu'il appartient seulement à une communauté, qui ne vit pas seulement en Israël, mais vit aussi cette communauté à Paris. Donc cet État appartient à une partie de cette communauté qui habite à Paris. C'est clair ou non? Donc cet État qui n'est pas démocratique, parce que démocratie, avant tout pour moi, c'est un État qui appartient à ses citoyens. C'est clair, avant de parler de pluralisme et libéralisme politique, parti politique, etc., avant tout, un État appartient à ses citoyens. Vous êtes d'accord ou non? Bon, républicain, oui, pas de problème. Donc comment on peut soutenir Israël comme État juif? Si vous voulez, moi j'ai cru il y a quelques années que le processus de cette situation incroyable va faire naître une sorte de démocratisation et de dézionisation de l'État d'Israël. Mais les choses qui se produisent selon l'envers, cet État devient moins en moins démocratique dans le sens que l'ambiance générale exprime que cet État appartient aux Juifs et qu'il y a des Juifs. Vous savez que cette semaine, le grand rabbin dit séfarade a déclaré, vous avez entendu ou non? Le grand rabbin séfarade israélien a dit que les Goy, ça veut dire le non-juif, doit disparaître de la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël, pas Israël. Le pays d'Israël. D'ailleurs, après qu'il était critiqué, ce grand intellectuel a dit, parce que c'est un rabbin, il a dit qu'il a pensé seulement sur les jours de Messie. C'est-à-dire quand le Messie arrive, à ce moment-là, on peut jeter toutes les drogues. Une marche très modérée. Ces expressions, on n'a pas connu avant. Et c'est un exemple. Il y a plus en plus d'expressions publiques en Israël qui sont moins en moins hypocrites. Les gauches sionistes, qui a fait les mêmes choses comme les droites sionistes, et même pire, si vous voulez, qu'Henri, d'accord, a toujours enveloppé cet acte d'épuration des territoires israéliens de ses habitants autochtones, toujours à expliquer ça avec une certaine morale universaliste. Et nous sommes aujourd'hui témoins de ce processus que l'ambiance politique devient moins hypocrite. Le dernier acte de cet assassinat, si vous voulez, des blessés palestiniens par terre, c'est très intéressant, très intéressant. Ça existait toujours. Les soldats israéliens ont pratiqué ça souvent, même qu'ils sont d'origine juive, avec une grande morale de juifs. On a toujours fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec le changement de l'audiovisuel, des techniques de l'audiovisuel, les caméras arrivent n'importe où. Vous êtes d'accord? Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a vu un soldat israélien d'origine français. On va ajouter à ça rien de tout. Rien de tout. Je
j'espère que le fait que je souligne qu'il est d'origine française ne vous blesse pas trop. Mais les choses intéressantes qui s'est produites, qu'un photographe a photographié cet acte. Et c'était immédiatement diffusé dans l'Internet. Donc les élites politiques et militaires israéliens se sont sentis très mal au début, à cause des faits que c'est plus ferme dans le monde entier. Surtout avec certaines communautés juives aux États-Unis. Donc les premières réactions étaient assez actives, c'est-à-dire il faut mettre les soldats, juger les soldats, etc. Mais immédiatement s'est créée une ambiance très large qui a commencé à défendre ces soldats ouvertement, avec des manifs, avec des déclarations des hommes politiques, des députés, c'est-à-dire défendre un assassin. Ça, c'est nouveau. Toujours, on a, couvert ça. Donc, quelque chose s'est produit chaque jour plus en plus. La culture politique israélienne devient, à mon avis, plus en plus, c'est-à-dire contient un vide moral. Je peux définir ça comme vide moral, qui n'était pas auparavant. Ça doit vous inquiéter beaucoup. Ici en France, qui lutte pour les droits des Palestiniens, primo, de vivre différemment et de vivre en Palestine. Donc, je suis, pour être honnête, désespéré. Je crois que ce processus de vide moral a fait que dans la dernière élection, comme on était tous sûrs que Bibi Netanyahu va tomber, c'était évident 2 jours avant l'élection, et voilà, Bibi Netanyahu était réélu. Je ne rentre pas dans l'analyse, mais si vous voulez, je peux l'analyser, mais je vais laisser la parole à Côté palestinien, il y a une chose, moi, qui m'a amené à penser que c'était évident que ça allait continuer, en tout cas arriver, ces histoires. Alors tout à l'heure, je vous ai expliqué que ce n'était pas attentat suicide. C'était parce qu'il y a une forme de destruction psychologique des jeunes. Depuis quelques années, les soldats israéliens s'en prennent systématiquement aux enfants. Ce n'est pas un hasard. On a vu d'abord que la machine de colonisation israélienne s'en prenait d'abord aux hommes. Les chefs de famille, vous savez quelle est l'importance de la représentation familiale en Orient, dans le clan, la famille au sens large, à la fois comme pilier, mais comme référence de la société, référence des valeurs de la famille. Et puis après, il y a eu la période des femmes. On s'en est pris beaucoup aux femmes d'une manière ou d'une autre. Parce que les femmes avaient pris le relais des hommes. Et ça, les Israéliens, en tout cas le gouvernement et la société israélienne s'en étaient bien rendus compte. Et puis, finalement, on constatait quand même que malgré cela, la famille palestinienne persistait. Parce que, justement, c'est une société, la société palestinienne est une société assez conservatrice, une société basée sur des valeurs de solidarité familiale que l'on retrouve dans les autres pays en Orient, et qui était d'autant plus forte que c'était une société sous occupation, une société sous occupation militaire assiégée en fait, en quelque sorte. Donc malgré tous ces aléas, la famille palestinienne a continué à vivre malgré les couvre-feux et avec beaucoup d'humour. Ce que j'expliquais à Shlomo en faisant allusion à un film qui avait été fait sur l'humour palestinien, parce que ce qui sauve aussi paradoxalement les Palestiniens, c'est leur sens de l'humour. Et notamment après chaque couvre-feu, tout le monde faisant l'état du nombre d'enfants qui étaient sortis, parce que les couvre-feux permettaient de continuer à faire l'amour. Et ça, les Palestiniens le disant clairement. Et c'était une manière de survivre à l'insurvivable. Et puis, il y a eu l'ultime, la décision finalement prise par l'armée israélienne de s'en prendre aux enfants. Et moi, j'avais été très choquée de voir que, par exemple, en Europe, on ne relaie pas du tout cette atteinte systématique des enfants de tous les âges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans et demi, il y a un petit enfant qui a été arrêté à Jérusalem avec son biberon, il avait 5 ans,
Et ils l'ont arrêté, les soldats, parce qu'ils ont dit qu'il avait menacé un colon. Certes, ils ne l'ont pas arrêté très longtemps, mais vous savez, imaginez-vous pris dans une jeep militaire, n'est-ce que pendant 2-3 heures, le gamin est redevenu traumatisé. Et en plus, on voit très bien le mode de fonctionnement des traumatismes sur les enfants, parce que à la fois il y a des arrestations d'enfants sur le chemin de l'école, donc le chemin de l'école devient quelque chose de dangereux à pratiquer, les arrestations des enfants au sein de leur famille au milieu de la nuit, et les témoignages, on en entend énormément, les soldats avec la famille, sortent toute la famille de la maison, défont toute la maison, saccagent toute la maison, et au final prennent un des enfants quasiment en otage et l'emmènent pendant quelques heures faire un interrogatoire, sans prendre les parents bien sûr, ce qui fait que les enfants recommencent à faire pipi dans leur lit, il y a une désagrégation, un sentiment d'insécurité totale, les parents sont démunis face à ça. L'idée c'est de déstructurer la société palestinienne dans le fond. Et la société palestinienne est une société très jeune, donc c'est l'avenir aussi qu'on essaye de démoraliser en fait, et de rendre sans espoir aussi. Donc cette jeunesse, elle est sous le gris depuis déjà plusieurs années. Et il y a 2 ans, j'étais allée à Silouane avec une délégation de médecins, de pédiatres. On était allés on travaille sur l'éventuel aussi d'échanges, de coopération dans le domaine de la santé entre la France et la Palestine. Et donc on avait abordé cette question de la jeunesse et des traumatismes des enfants. Vous savez, dans le monde arabe, la psychologie et la psychiatrie ne sont pas quelque chose qui est très répandu. Ça commence à faire son apparition parce que c'était plus de l'ordre de la famille que c'est ce rôle du psychiatre ici. Dès qu'on a un ongle incarné, on va chez le psychologue parce que c'est pas normal. On est dans les générations un petit peu, mais on en vient à l'inverse, il n'y a pas de culture d'intervention de psychologue ou de psychiatre. Mais ça commence. Et il y a donc des unités en psychologie, en psychiatrie qui commencent à être mises en place un peu partout, avec bien sûr un pôle central, ce sont les enfants. Les enfants sont au cœur de ce dispositif de santé qui est créé. Et la question était de savoir comment faire, parce que concrètement, on ne peut pas intervenir contre l'armée israélienne, disent les services de santé. Et bien évidemment, l'autorité palestinienne en moi, puisqu'elle joue le rôle de soldat, comme l'a très bien dit Shlomo, le rôle de soldat pour l'occupation israélienne. Donc comment faire? On est démunis. Donc en fait, nous, on peut faire quelque chose, c'est recevoir ces enfants pour les soigner, en sachant que ça peut recommencer au lendemain, et en sachant qu'on n'a pas d'espoir, on n'a pas de guérison à leur donner depuis maintenant, parce qu'on sait qu'on ne peut pas arrêter cette machine destructrice. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'on était allé à Silouane, on avait fait une visite à Silouane. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été à Silouane. Vous savez, ça fait partie de Jérusalem-Est, c'est une ville qui est un ancien village agricole qui avait une tradition agricole très importante. Bien sûr, les terres maintenant ont été petit à petit mangées. Et Silouane fait l'objet d'une attention particulière, c'est que l'État d'Israël voudrait complètement judaïser la ville pour la prendre. Il y a un projet de faire un grand parc au bas de la ville. Et donc, petit à petit, il faut faire partir la population. Comme on ne peut plus expulser, comme on l'a fait en 1947 et en 1967, on utilise d'autres moyens, on désespère la population. Et donc, il y a un pourcentage de jeunes qui sont arrêtés dans cette ville de Silouane qui est faramineux. Le centre, il y a un centre pour la jeunesse d'activité, vous savez, comme un centre ici, il y a le centre culturel, et qui est la cible aussi privilégiée des soldats israéliens, racontait. Et elle lui a eu l'idée de faire un travail qui serait à la fois un travail d'aide psychologique auprès des parents, mais aussi auprès des enfants, et de faire une expo photo avec des photos de ces enfants qui ont été arrêtés, qui venaient de Silouane. Cette expo, et j'en reviens à la France, un peu comme Shlomo, cette expo, l'objectif c'était qu'elle tourne, il s'agissait d'alerter les populations, d'alerter les pouvoirs, d'alerter, de dire mais faites quelque chose. Et en fait, ça a été une fin de non-recevoir. Les villes françaises qui ont voulu le voir ont eu les pires difficultés parce qu'en fait, les élus politiques avaient toujours très peur qu'on accuse Israël. Et là encore, quand on arrive sur la question de la responsabilité, jusque quand, donc forcément, dans ce contexte-là, il est évident que les enfants n'ont pas d'autre espoir quelque part. Et surtout, en plus de ça, il y a l'idée que, quoi qu'ils fassent, parce qu'il y a eu plein de tentatives, il y a eu bien sûr Oslo, on a beaucoup parlé d'espoir pendant Oslo, des processus,
Après Oslo, on a parlé de l'autorité palestinienne, il y avait les élections, on a dit bon, l'autorité palestinienne va créer un État, il y a un espoir. Après, on s'est dit bon, il y a d'autres élections, bon, ça n'a pas tout à fait bien marché en 1996, ça va peut-être marcher la prochaine fois. Et puis en réalité, qu'est-ce qu'on constate? La zone C est en train d'être totalement annexée, vous savez, dans les zones A, B et C, découpées à partir d'Oslo. Donc un territoire qui se rétrécit à vue d'œil, un territoire où finalement les jeunes ne peuvent plus circuler du tout. Il y en a beaucoup, ils n'ont jamais vu la mer, et ça c'est très très touchant quand vous parlez avec ces jeunes. Là quand j'étais à Génine au mois de février, on travaillait avec des classes, on essaye de mettre en place des cours de musique avec des associations et des écoles de musique, mais ça ne suffit pas. Vous savez, quand vous êtes à certains endroits en Palestine, vous voyez la mer. À quelques kilomètres, vous voyez Israël, vous voyez la mer, et vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est une frustration qui n'a pas de commune mesure. Et quand ils ont la chance d'ailleurs de partir avec des ONG ou dans le cadre de coopération, comme il y a beaucoup de villes en France qui font des coopérations, et qu'ils arrivent la première fois qu'ils mettent les pieds dans l'eau, vous savez, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de peine et en même temps vous dites c'est quelle injustice. Donc c'était dans la suite logique, je pense, que ces jeunes commencent à réagir. Ils réagissent d'ailleurs individuellement, ils n'informent pas forcément. En même temps, moi j'ai eu l'occasion justement d'entendre des discussions parmi ces jeunes. Il y a l'idée qu'ils veulent alerter le monde. Et ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a renvoyé à une image, parce que je travaille dessus actuellement pour mon prochain ouvrage, l'histoire de Leïla Khaled avec le premier détournement d'avion. En 1969, il se trouve que c'était donc 2 ans après la guerre des 6 jours, Israël avait multiplié par 4 son territoire et la colonisation sur la Cisjordanie et sur la Gaza, etc., commençait à battre son plein. Et puis, là-dessus, en fait, les Palestiniens n'étaient pas entendus. Il y avait bien des tentatives au sein de l'ONU, il y a des rapports à l'ONU qui l'expliquent très clairement, mais systématiquement on fermait la porte aux Palestiniens. On parlait avec les pays arabes, mais pas avec les Palestiniens, à savoir les Palestiniens, et encore moins avec les réfugiés palestiniens, dont on ne dit pas un mot bien évidemment. Et donc, Leïla Khaled a incarné ce mouvement de résistance palestinienne qui a utilisé le détournement d'avion, et je suis tombée sur un rapport d'un ambassadeur de France à Amman, au moment où s'est passé ce premier détournement d'avion. Il y a le Quai d'Orsay qui écrit à l'ambassadeur de France à Amman. Il lui dit, mais c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette situation? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ce détournement d'avion? Et l'ambassadeur lui écrit très clairement, ils veulent être entendus. Ils veulent qu'on parle d'eux. Les réfugiés palestiniens veulent qu'on les entende. Et c'est clairement écrit dans le rapport. Et il n'y avait jusque-là pas eu de mots sur eux. Et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, à une moindre échelle, bien sûr, il ne s'agit pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que depuis 1969, depuis les détournements d'avion, la mise en place des systèmes de sécurité dans les aéroports s'est développée de manière très importante, ce qui était logique. Mais c'était suite à ça que ça a commencé à se développer. Et là, ils n'ont pas les moyens, forcément. Donc le couteau. Et comme si c'était aussi un moyen, et effectivement en octobre, on a parlé à nouveau un peu de la Palestine, et puis là, c'est le cas de là. Hier, je faisais une conférence à Caen sur les réfugiés palestiniens, et les gens m'ont dit, mais il y a encore des réfugiés palestiniens? Pourquoi on n'en entend pas parler? Il y a des réfugiés, mais on parle des réfugiés syriens. J'ai dit oui, bien évidemment qu'il y a des réfugiés palestiniens. C'est encore, même malgré les réfugiés syriens, là je regardais encore les dernières statistiques de l'ONU, c'est encore le plus grand nombre de réfugiés dans le monde, selon les statistiques onusiennes. Pourquoi n'en entend-on pas parler? Donc il y a bien évidemment des conséquences. Parce que aussi, parmi ces jeunes, il y a la question des camps de réfugiés. Il y a des camps de réfugiés maintenant en Cisjordanie, il y a ceux qui sont dans les pays arabes, ceux qui sont en Cisjordanie, bien sûr, ils vivent quasiment dans la ville, puisque maintenant les camps sont devenus quasiment des annexes de villes, mais ce n'est quand même pas tout à fait la même chose quand on sait que l'armée israélienne débarque quasi quotidiennement dans ces camps de réfugiés, et que c'est une chasse à la jeunesse qui est faite régulièrement. Et enfin, avant de laisser à nouveau la parole à Chemou, il y a la question de l'envahissement par les réseaux sociaux.
Parce qu'Israël a très bien compris, vous savez, ils sont très forts en informatique en Israël. C'est vraiment des grands comptes là-dessus. Et les Palestiniens, leur seule porte de sortie, leur seule fenêtre un petit peu sur la liberté, comme je vous le disais, c'est Internet, les réseaux sociaux et la possibilité de communiquer. Ils sont devenus pires que les Japonais en termes de photos, hein, vous savez, les Palestiniens. Vous allez à Paris, vous voyez quelqu'un qui prend plein de photos qui a une tête d'arabe, je suis sûre que c'est un Palestinien. Parce qu'en fait, c'est un moyen de communiquer qui est devenu le seul moyen quelque part. Et ils sont aussi très forts en selfie, hein, parce qu'ils aiment bien se faire beau. Enfin, bref. Donc ça devient un jeu, mais c'est aussi un moyen de communiquer énorme. Et sauf que, et ça, beaucoup me l'ont dit, notamment dans les endroits où il y a une forme de résistance, notamment toute la résistance populaire non violente qui est prônée par plusieurs villes, comme Nabi Saleh. Nabi Saleh, il faut être sûr, tout le monde, les femmes qui sont connues comme Anal, Deliman, Tamiri, elles vous disent, elles ont leurs sites qui sont systématiquement hackés, contrôlés, tout est vérifié par Israël derrière. Ce qui fait que, même dans cet espace de liberté, il n'y a pas de liberté. Donc voilà, comment faire pour réagir. Et ça, c'est malheureusement le désespoir en disant, mais faites quelque chose, bougez, mais aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Je vais suivre certaines logiques que j'ai commencé auparavant en posant la question pourquoi. Pourquoi Israël est tellement acharné de garder les territoires occupés? Pourquoi Israël insiste de continuer à opprimer une population entière sans aucune perspective? Ce n'est pas une question très simple à expliquer. Il y a quelques années, à cause de ma nature optimiste, qui vient du fait que je suis un homme de gauche, je ne cache pas, je pensais que dans quelques années, les irrationalités de ce projet de coloniser les territoires occupés avec cette masse de population palestinienne, je croyais que plutôt plus tard, c'est-à-dire les sociétés israéliennes va laisser tomber, c'est-à-dire va cesser s'intéresser à occuper les territoires. Nous savons qu'au début du XXIe siècle, les sources de la richesse humaine n'est pas la terre. C'était autrefois l'industrie, aujourd'hui c'est la technologie. Mais le vrai pouvoir, ce n'est pas une pièce de terre. D'accord? Vous êtes d'accord, non? Aujourd'hui. Autrefois, la terre était base de pouvoir. Dans des siècles et des siècles. Pas aujourd'hui. Donc, je pensais, comme quelqu'un rationnel, que quelque chose va arriver dans la société israélienne. Ils vont renoncer. Surtout parce que je pensais qu'ils ne peuvent pas évacuer. C'est-à-dire la condition historique dans le Proche-Orient et dans le monde fait qu'Israël ne peut pas évacuer la population autochtone comme c'était fait en partie à 48, pour le moment. Donc si on ne peut pas évacuer cette grande population, pourquoi on continue à les dominer et pourquoi on continue à les coloniser, la terre? Je n'arrivais pas à comprendre. Et pourquoi je n'ai pas arrivé à comprendre? Parce qu'il n'y a pas de sortie. Si vous avez une idée de nation ethnique, ethnocentrique, comme le sionisme a, si vous ne pensez pas intégrer les masses palestiniennes dans ta propre nation, qu'est-ce qui va passer? Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, pour être honnête. J'essaie de mobiliser certaines réponses. C'est la raison que j'ai écrit mes livres. Comprendre cet ADN sioniste par rapport à la colonisation de Palestine. Je me prononcerai bien à propos de ça. C'est clair? Quel est cet ADN? Il faut être clair. Je crois que la majorité des Israéliens, leur but d'existence,
n'est pas conquérir la Palestine. C'est-à-dire, la majorité des Israéliens n'ont pas un désir profond de coloniser la terre à Cisjordanie, à Gaza, etc. Ils n'ont pas un vrai désir. Donc pourquoi on ne pourrait pas arriver à un compromis historique à Oslo? Comme Oslo a eu lieu, j'ai soutenu cet accord en croyant que cet accord peut amener un compromis historique sérieux. Je me trompais complètement. Je crois que ceux qui étaient contre Oslo a eu raison, pas moi, pas Darwish et les autres. Parce qu'à Oslo, c'était encore un essai de la part d'Israël de, comment dire, de ne pas avaler et de continuer à manger. Ça veut dire quoi à Oslo? À mon avis, le plan était de créer deux réserves indiennes au Bantoustan indien, si vous voulez, arabe. Et il n'y avait pas une vraie volonté de reconnaître un État palestinien qui vit à côté d'Israël. Plus en plus, je suis convaincu que Rabin, à 1994, n'a pas pensé vraiment reconnaître un État palestinien. J'ai lu attentivement le dernier discours de Rabin, qui a parlé que Jérusalem jamais ne sera pas divisée. Jérusalem entière sera toujours dans les mains des Juifs. Et aussi, il a dit que toute les Jordanie, c'est-à-dire les vallées de Jordanie, va rester pour toujours dans les mains des Israéliens. Vous comprenez cette vision de Rabin? Donc on a dit, oui, mais s'il était en vie, il aurait développé, reconnu plus les droits des Palestiniens, etc. Je ne crois pas. Donc la question est, où est la rationalité? C'est-à-dire, où est l'égoïsme israélien qui dit il faut vivre bien, tranquillement, prochainement? Et pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça? Oh oui, il y a une réponse. L'être humain est méchant. Ici on pessimiste. L'être humain veut dominer. Si on prend la philosophie de Nietzsche, les Israéliens sont Nietzschéens. Ils veulent dominer le monde. C'est faux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et vous avez la réponse? C'est pas une réponse à moi, c'est une réponse d'un ami israélien qui pense que c'est, en plus, c'est la technologie qui développe Israël pour contrôler les masses. Donc, Gaza, comme le West Bank, sert de laboratoire à ciel ouvert. Et c'est pour ça que les nations, comme les États-Unis, la Chine, d'autres, ne mettent pas la pression parce que les technologies a... C'est faible, monsieur. Ça veut dire pas que mes propositions sont beaucoup plus convaincantes. Excusez-moi, c'est un peu... Non, je suis d'accord. Mais j'ai des réponses qui ne sont pas... Je ne suis pas sûr qu'ils sont justes, vraies, etc. Je vais lancer comprendre le sionisme dans mes livres. La notion de peuple juif, la notion de terre d'Israël, etc. Et maintenant, j'arrive à une conclusion qu'il y a des intérêts socio-économiques en Israël qui sont clairs. On n'a pas besoin de garder, pour des raisons économiques et socio-économiques, les territoires occupés. Le contraire, ça coûte cher à Israël. Et vous devez savoir que la situation socio-économique en Israël n'est pas gaie. C'est-à-dire, n'est pas joyeux. Il y a là-bas une classe de démonie, il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup, il y a beaucoup de jeunesse qui n'arrivent pas à avoir un appartement à vivre. Donc la situation n'est pas que, comment dire, on est heureux. Pas du tout. C'est la raison que dans les dernières élections, tout le monde était sûr que la gauche sioniste va gagner à cause de cette protestation sociale. Mais ce n'est pas arrivé. Donc, je me lançais à étudier les rapports entre intérêt social et économique et des mythes.
qui fait bouger les sociétés. Et je suis arrivé à penser que parfois dans l'histoire, surtout récente, les politiques identitaires est plus forte que la politique socio-économique. Et quand je dis politique identitaire à propos de la colonisation sioniste, c'est deux choses. Croire à un peuple juif, comment dire, avec un ADN spécifique, ça c'est une chose. Et croire aussi que la terre, toute la terre de Palestine appartient au peuple juif. C'était la base dès le début de la colonisation sioniste. La colonisation sioniste n'était pas comme la colonisation blanche au nord d'Amérique, par exemple, en Australie. C'était fait par un mouvement national qui a bâti une mythe très forte que cette terre historiquement a appartenu aux Juifs. Et il y avait le soutien de beaucoup de chrétiens, beaucoup de vestiges chrétiens qui ont cru que cette terre appartient au peuple d'Israël. Donc c'était une mythe très forte qui a justifié le début de la colonisation. Exactement chez nous. Ce n'est pas qu'on occupe une terre. Donc ça servit la droite sioniste, socialisant, parfois marxisant, sans problème. C'est notre terre. Mais il faut faire des compromis. Mais c'est notre terre. Le problème est comme ça. Et c'est très intéressant dans la conscience nationale israélienne, jusqu'à maintenant. Si on justifie la conquête de Jaffa, de Haïfa, qui n'est pas le centre de l'imaginaire historique mythique sur la terre d'Israël, comment on peut libérer Hebron, Halil, Jérusalem arabe et les autres villes en Cisjordanie, qui est le cœur de la patrie, entre guillemets, des Juifs il y a 2000 ans. Vous devez le comprendre dans la conscience israélienne, qu'on apprend à l'école, dans l'étude biblique à l'école, et fait pas pour croire en Dieu, mais croire à la terre, qui a été prise de terre. Dans cet imaginaire, si vous voulez Bethléem, Hebron, Jéricho, c'est les villes palestiniennes aujourd'hui, même si c'est peuplé par des Palestiniens, c'est notre Orient, c'est notre Reims. Vous êtes français, vous savez que c'est Orient, Reims, c'est français, non? Imaginez que quelqu'un vient et dit non, mais il faut le rendre Orient et Reims. Impossible, vous êtes d'accord? Donc le problème est là. La majorité des Israéliens s'en foutent des territoires. Ils s'intéressent beaucoup plus à avoir un appartement et enlever des enfants comme tout le monde. Sauf qu'il y a cette mythe. Que même Rabbi ne pourrait pas agir contre cette mythe qui est l'excuse de tout cet État d'Israël. Rabbi n'a pas osé arracher les colonies juives de Hebron après l'assassinat de Baruch Goldstein. Il a réfléchi, mais il n'a pas osé. Et je ne crois pas qu'il y a un leader politique israélien qui va oser quitter Jérusalem et le Quds arabe, Bethléem, Jéricho et Hebron. Donc il y a, si vous voulez, cet intérêt de base socio-économique, mais il y a des mythes, le poids des mythes, le poids d'idéologie, surtout que nous sommes aujourd'hui à une époque, et pas seulement en Israël, que la politique identitaire, à cause de cette, déclin économique, cette contradiction économique, et la disparition de certaines classes sociales organisées en bas de la société industrielle, je crois que nous sommes même en France dans cette situation bizarre que les politiques identitaires est plus fort que la politique socio-économique. Or, si vous voulez, comme on a dit autrefois, la politique des classes sociales. C'est une des raisons que je crois qu'il n'y a pas aucune chance. Et les dernières élections, c'est le peuple. Mais ce n'est pas seulement.
Vous devez savoir, comme j'étais sûr avant l'élection que Bibi Netanyahu va perdre. Les statistiques, les sondages, mais pourquoi elle a gagné? Les dernières minutes, la majorité électorale a décidé pour une politique identitaire et pas une politique socio-économique. Ça veut dire quoi? Et surtout, je dois souligner ça, que la majorité des électeurs de Bibi Netanyahu sont des descendants des juifs arabes. Ça veut dire des arabes juifs, si vous voulez. Vous savez ça statistiquement. Donc, la question est, pourquoi les dernières minutes, cette masse d'électeurs d'origine, c'est des électeurs israéliens d'origine juif arabe, dites dans le langage sioniste séparate. Pourquoi ils ont voté pour Bibi Netanyahu? Une descendant de Polonais. Parce que la droite sioniste, jusqu'à maintenant, assure beaucoup plus à ces masses électeurs, d'ailleurs, qui est le bas de la société israélienne, il les assure qu'ils sont juifs. Parce qu'il y a un problème, comment définir les juifs? Et cette masse juive arabe qui sont venus en Palestine, Israël, leur langage était arabe, berbère, persien, toutes leurs, comment dire, cultures de base quotidienne étaient arabes. Qu'est-ce qu'a fait cette entreprise sioniste? S'il voulait être sûr qu'il appartient à cette, comment dire, de nouvelle société, il doit exprimer le maximum qu'ils sont juifs. Mais comment vous pouvez assurer les autres que vous êtes juifs? Cacher que vous êtes arabe. Ne pas parler hors de la maison arabe, seulement avec des parents. Et montrer que vous allez à la synagogue, vous mettez un kippa. D'ailleurs, vous devez savoir qu'en France, les CRIF aujourd'hui a les mêmes, si vous voulez, politiques de distinction. Souligner qu'on est juif pour ne pas être un maghrébin arabe. Vous savez ça? Qu'une des raisons de cet extrémisme des Français d'origine juive, c'est justement se distinguer des Arabes. Donc, la dernière minute, cette masse électorale a voté pour Bibi Netanyahu parce que les droites sionistes ont toujours plus assuré à ces électeurs qui sont vraiment juifs et qui peuvent se distinguer des Arabes. D'ailleurs, j'ai écrit un petit article dans la Haaretz à propos de ça et j'ai posé des questions. Pourquoi ces masses d'origine arabe ne votent pas pour un leader juif arabe? Pourquoi des Begin, Sharon, Shamir et Bibi Netanyahu sont des Ashkénazes très blancs, polonais, de Yiddish, d'origine. Pourquoi eux ne votent pas pour un leader des descendants des Juifs arabes? La même chose en France depuis 30 ans avec le Front National. Depuis 30 ans. Donc, la réponse que j'ai donnée, que ces masses continuent à voter pour des leaders dits ashkénazes parce qu'ils n'ont pas confiance aux Arabes. Vous avez compris? Il ne faut même pas voter pour les Juifs arabes parce qu'ils savent que c'est descendant des Juifs arabes. C'est une blague? Non, c'est une certaine réalité. Distinguer des Arabes. Et Bibi Netanyahu répond mieux sur deux niveaux identitaires et aussi avec les mythes de la terre qui nous appartiennent. On ne peut pas se libérer. Donc, comment on va sortir de cette situation? Est-ce qu'il y a une cause politique en Israël qui peut naître, échanger? Peut-être, mais après des séries de tragédies que je ne souhaite pas. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative de terreur? À mon avis, c'est faire n'importe quoi. Et quand je parle de mon public français, j'appelle une mobilisation le plus forte possible pour sanctionner et boycotter Israël.
Des années, j'étais contre le boycott. Des années, j'étais contre les sanctions, parce que j'espérais que quelque chose va naître dedans. J'ai perdu tout espoir qu'il y aura un changement politique significatif en Israël. Donc, j'ai pensé que la seule chose, c'est des sanctions. Si on a mis des sanctions contre l'Iran, ça marchait. Des sanctions contre le Sud-Afrique, ça marchait. D'accord? Donc, je ne sais pas, dans cette situation mondiale, de cette ambiance à propos des terrors, etc., si on peut arriver plus en plus à avancer l'idée de sanctionner Israël, de faire pression extérieure. Donc, si je soutiens aujourd'hui le BDS, je disais en français BDS, c'est à une condition, que ce sera clair de tout acte de BDS qu'il y a une reconnaissance d'État d'Israël parallèlement. C'est-à-dire qu'on ne met pas en question l'existence d'Israël. Donc je ne peux pas soutenir le BDS qui ne fait pas clair ses positions. Il faut reconnaître l'État d'Israël. Pas par amour de l'Israël. Par une vision politique concrète qui peut aider à cette lutte de mettre des sanctions pour arrêter l'occupation des territoires du peuple, pour diminuer cette souffrance du peuple palestinien. Et la campagne BDS n'est pas claire là-dessus? Non. C'est ça le problème, qu'Israël autorise ça, mais aussi au leadership ici de Val Saoud. Si la politique des BDS est plus claire, il appelle net, clair, sanctionner Israël. Et parallèlement reconnaître ou déclarer que ce n'est pas mis en question l'existence d'Israël. C'est-à-dire, je soutiens le lutte de BDS. Vous inversez la sanction, là. Vous demandez à BDS de soutenir le BDS, mais seulement en reconnaissant le camp israélien. La condition sine qua non de soutenir des sanctions et des boycotts d'Israël, qu'il y aura dedans, et il y aura dedans, oui, ça c'est mon avis. Reconnaître que l'État israélien reconnaisse l'État palestinien. Parce que sur ça, on n'a jamais eu le bien mot. On est tout le temps en train de dire les Israéliens, les Palestiniens ne reconnaissent pas l'État palestinien, c'est vous Israël, c'est eux, vous Israéliens, qui ne reconnaissent pas l'État palestinien. On va prendre le débat après. Alors, je voulais insister. Je pensais que c'est clair que je soutiens l'État palestinien. Je pensais que c'est clair que je condamne l'occupation qui dure 50 ans. Je crois qu'une des faiblesses qui peut s'écrire dans cette lutte de BDS, que la position de la reconnaissance d'Israël, pas comme État juif, parce que je suis contre un État juif, mais la reconnaissance de l'existence d'Israël qui nous fait accomplir dans le frontière de français. Si ce n'est pas une partie du programme de BDS, il n'y a pas aucune chance que le BDS va réussir. Je suis non modéré. On reprendra avec le débat si vous voulez. Vous pouvez être compris tout à l'heure. Dans cette situation, justement, vous ne trouverez aucune déclaration officielle du mouvement BDS des Palestiniens qui remet en cause l'existence d'Israël. Très bien. Donc, si c'est comme... Non, c'est très important. Si c'est comme ça, pourquoi ne pas ajouter de cette lutte pour le boycotter Israël le fait que ce n'est même pas en question l'existence d'Israël? Vous comprenez? On sera plus fort, vous comprenez? On va fermer la bouche de Valls et de Hollande. C'est les ennemis de BDS qui interviennent cette ambiguïté. Le problème, cette ambiguïté existe. Et c'est une des faiblesses de lutte contre Israël, c'est cette ambiguïté qui nous accompagne déjà tellement des années. Vous comprenez? Je ne suis pas un grand homme politique ni politicien, mais ça, je suis sûr.
n'y va pas. Et cette ambiguïté n'est pas par hasard. Je vais compléter ce que dit Shlomo parce que c'est sur quoi je voulais en venir. Parce que quand j'étais encore en février en Palestine, j'ai demandé notamment aux mères qui voyaient leur enfant partir avec effroi à l'école en se disant est-ce qu'il va revenir abattu dans un cercueil aujourd'hui? Pourquoi finalement, comment elles analysaient la situation? Donc côté palestinien, tout le monde est très clairvoyant. Aujourd'hui, nous sommes en mars, aujourd'hui les gens sont devenus habitués aux tirs quotidiens sur des enfants. Tous les jours, l'armée israélienne abat des enfants. Et en fait, c'est l'histoire du fil rouge. Vous savez, on dit, quand on arrivera à ce fil rouge, je ne supporterai plus. Et ce fil rouge, finalement, on a une capacité humaine à le supporter qui est inimaginable. Et le fil rouge est arrivé, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde dans la société palestinienne dit mais c'est devenu même anormal un jour si on n'entend pas qu'il y a eu au moins 2, 3, 6, 7, 8 morts d'enfants, parce que c'est en gros la moyenne quotidienne aujourd'hui d'enfants abattus par l'armée israélienne. La majorité du temps sans couteau, bien évidemment. Donc en fait, c'est devenu une habitude. Et la réaction est mais bon, d'après toi, pourquoi ça se passe comme ça? Et tout le monde veut dire, ben, en fait, c'est très clair. Maintenant, moi j'ai peur que mon enfant aille à l'école, mais bien sûr, je ne vais pas l'empêcher d'aller à l'école. Donc je le laisse aller à l'école, mais c'est la nuit que je vais tolérer. Donc on a arrêté les activités extrascolaires, on a arrêté les sorties chez les copains, on a arrêté les jeux sur le stade de foot dans le quartier d'à côté. Et donc petit à petit, on renferme la famille dans la maison et on empêche à nouveau la circulation sans avoir besoin de mettre en place de couvre-feu. Il y a un auto-couvre-feu qui s'est mis en place au niveau des familles et c'est devenu, mais c'est très très instauré, c'est-à-dire que tout le monde le fait maintenant, par peur pour protéger les enfants. Donc c'est ça, c'est apprendre à vivre avec. Et ça, les Israéliens savent très bien que les Palestiniens sont une énorme capacité de le faire. Et en ce faisant, le Bantoustan, dont parlait Shlomo, est en train de devenir réel. Ils n'ont plus besoin de se battre, les Israéliens, pour annexer la zone C. Elle est en train de se libérer toute seule, parce que souvent, il y avait des échauffourées, on pourrait dire, avec les jeunes. Quand le terrain de foot, ça se voit dans plein d'endroits en Cisjordanie, le terrain de foot est sur une zone A, mais la moitié ou le quart du terrain est sur la zone C. Donc les soldats, quand ça leur chante, ils viennent, ils interdisent aux jeunes de jouer sur le terrain. Donc de ce fait, la zone C est en train de se libérer toute seule, et ça empêche la sortie des enfants. Et pour revenir par rapport, et peut-être terminer là-dessus avant de laisser le débat, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur Rabin. Moi je l'ai toujours dit. En 96, je me souviens très bien, on avait interrogé, on avait une émission avec Mireille Dumas sur l'intègre. C'est bon, j'ai du mal à avaler aussi. En tout cas, Mireille Dumas nous avait demandé, il y avait une section de Libanais, une section de Yougoslaves et une section de Palestiniens et Israéliens, c'était pour parler de la paix. Et je me souviens, j'étais avec mon ami Ahmed Dari, et donc il y avait Ofer Bronstein qui représentait Israël. Et donc nous, on avait préparé en amont l'émission, il n'avait jamais été question de Rabin, et on se retrouve le jour du tournage à la télévision. Et Mireille Dumas, elle arrive, elle commence à nous dire à Ahmed et à moi, dites-nous, vraiment, il est super Rabin, il est extraordinaire, n'est-ce pas Rabin? Et moi déjà à l'époque, je n'avais pas du tout cru dans son discours, et je lui avais dit, moi, en tant qu'historienne, je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle, mais en tout cas, j'ai les plus grandes critiques à formuler pour l'instant et je suis les plus grands doutes à faire. Et elle nous dit, si, j'insiste et je vais vous montrer, on est allé interviewer Léa Rabin, et donc il y avait une interview de Léa et de sa fille. Et c'était catastrophique, parce qu'elles expliquaient dans l'interview qu'en réalité, elles ne fréquentaient jamais de Palestiniens, que c'était exclu qu'elles en fréquentent. Elle me dit, ça ne peut pas coller avec un rabbin homme de paix qui dit vouloir libérer la Palestine, qui dit vouloir prendre la Palestine. Ça ne collait pas du tout. Et effectivement, je pense que l'avenir nous donnera raison parce que les archives nous le montreront peut-être un peu plus profondément, mais il n'y avait pas de vérité. L'objectif, c'est de manger cette terre. Comme je prends souvent l'image, c'est le loup qui mange la viande, et on demande à la viande de négocier avec le loup. C'est juste pas possible, tant que la viande est dans la gueule du loup, il continuera. Personne ne peut s'interposer, tout le monde est dans le silence le plus total par rapport à ce qui se passe.
Moi, je dis souvent, en fait, ça fait des années que je disais dans les conférences, je disais, si vous acceptez ce qui se passe en Palestine, attendez-vous à ce que ça arrive ici en France. Eh bien, bienvenue au club. Et donc, depuis l'état d'urgence, on voit se concrétiser, et quasiment sur le modèle israélien. Quand j'ai vu comment il y avait le débat sur l'état d'urgence, la déchéance de la nationalité, le fait qu'on questionne maintenant qui est français, le fait qu'on interdise les conférences sur la Palestine en France, que maintenant ça devient un sujet tabou, on est en train d'arriver sur exactement la même situation, bien sûr, pas dans le même contexte, mais avec la même philosophie derrière. Donc en fait, c'est important de se mobiliser, et je rejoins justement là-dessus, mais de se mobiliser très fortement, même si on sait qu'aujourd'hui on est en danger, entre guillemets, de se faire arrêter ou d'avoir des soucis. Mais peut-être si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on accepte de baisser les bras à tous les niveaux et pour tout. Et dans ces cas-là, les Palestiniens n'auront pas d'autre choix que de se renfermer sur leur banc-stand dans lesquels ils sont, en sachant que le monde entier ne bougera pas parce que tout le monde est pris au piège, pas que les Palestiniens. Voilà, je pense qu'on peut lancer le débat. Nous allons pouvoir lancer le débat. Je voudrais revenir un peu sur le BDS. Vous réclamez, comme les Israéliens, que la campagne BDS affirme qu'on reconnaît Israël. Ce que je constate, moi, je me bats depuis 1967, c'est-à-dire bientôt 50 ans, Israël n'a jamais reconnu la Palestine. Et Israël n'a jamais l'intention de reconnaître la Palestine. Pourquoi voulez-vous que les Palestiniens reconnaissent Israël si Israël refuse de reconnaître la Palestine? Et je me souviens avoir rencontré en 1979 François Mitterrand, qui n'était pas encore président de la République. Il m'a dit, vous rencontrez de temps en temps Yasser Arafat, dites-lui de reconnaître la Palestine, Israël, et les Israéliens reconnaîtront la Palestine. Eh bien, en 1988, lorsque la proclamation de l'État de Palestine, les Palestiniens reconnaissent Israël, François Mitterrand comme d'autres se sont trompés, Israël n'a pas reconnu. Et si vous prenez tous les textes, notamment le Likoud, la charte même du Likoud, pas question d'État palestinien à l'ouest du Jourdain. Donc venir demander aux Palestiniens de reconnaître Israël alors qu'Israël refuse de reconnaître la Palestine. Maintenant, si l'on prend stricto la campagne lancée par les Palestiniens à propos de BDS, il y a 3 points. Le premier point, la fin de l'occupation. Le deuxième point, que les citoyens palestiniens d'Israël soient à égalité dans l'État d'Israël. Il y a donc une reconnaissance de facto de l'État d'Israël. Et troisième point, que le retour des réfugiés. Et c'est ce problème du retour des réfugiés, beaucoup plus que la non-déclaration de l'État d'Israël, car de facto, l'État d'Israël est reconnu, l'État d'Israël est reconnu par les Palestiniens depuis 1988, mais encore une fois, donc BDS est une pression indispensable. Ce n'est pas une pression contre le peuple israélien, c'est une pression contre les dirigeants israéliens. Et je dis pour ma part, je vous pose la question, vous avez bien présenté à l'heure actuelle, est-ce que la politique des dirigeants israéliens actuels n'est pas le début de la fin de l'État d'Israël? Vous voulez que je réponde? Il y a beaucoup de questions. Donc je vais répondre. Jusqu'à 1988, que les Palestiniens ont refusé de reconnaître l'État d'Israël, est-ce qu'ils étaient plus forts ou moins forts? Parce que moi je crois qu'après 1988, ils ont devenu plus forts. Et que le fait que Mahmoud Darwish a arrivé à convaincre Arafat et deux autres qu'il faut reconnaître l'État israélien, vous devez savoir. C'est Mahmoud Darwish qui a refusé Oslo, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas reconnaître l'État d'Israël. Il a connu les mentalités et les politiques israéliennes mieux que tous les autres. C'est lui qui a proposé, c'est lui qui a rédigé la déclaration. Oui. Moi, je crois que c'est une force des Palestiniens, la reconnaissance d'Israël. Parce que ça émerdait beaucoup les Israéliens, les supporters d'Israël. Imaginez le gouvernement qui molait aujourd'hui au pouvoir en France.
Donc, de François Hollande, imaginez, et ça c'est important, que ce mouvement de BDS fait clair qu'il ne veut pas mettre en question l'État d'Israël. Pas sous-entendu, parce que je suis sûr que la majorité des militants de BDS, la majorité, pas tout le monde, ne met pas en question l'existence d'Israël. Pourquoi pas déclarer ça et être plus fort? Convaincre ces sionistes de gauche qui s'opposent avec force à la BDS. Même, par exemple, mon ami Uri Arnel, en Israël, il est sous les frontières du sionisme. Même lui s'oppose à la BDS à cause que quelque chose n'est pas clair. Mais je voudrais faire la vie de cette sioniste de gauche plus difficile. Vous devez savoir que des années, on a convaincu beaucoup des Israéliens, des polices israéliens, qu'on ne peut pas reconnaître l'Organisation de libération de Palestine parce qu'il n'y a pas une reconnaissance d'existence d'Israël. Parfois, le vrai fait n'est pas avoir une position qui n'est pas claire, qui est ambiguë. Bien sûr que les militants reconnaissent l'État d'Israël, donc pourquoi on ne déclare pas ça? Net et clair. On est pour boycotter Israël avec force aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun espoir que ça va être avec les propres volontés des Israéliens. Et Oslo, au bout de 5 ans, il aurait dû avoir l'État palestinien. Israël n'a jamais reconnu la Palestine. Regardez l'argument, et ça c'est important de voir. Vous savez, moi tout à l'heure j'ai dit que je ne crois pas qu'il y aura un changement de dedans, que je ne crois pas qu'Oslo était une route pour la paix. Seulement des pressions extérieures pour changer la politique israélienne. Non. Oslo, c'était une démarche, à mon avis, Israël, pour échapper à une reconnaissance, une vraie reconnaissance des nations palestiniennes. Madame, dans le nom, Madame, oui. Question. Un peu fort, s'il vous plaît. Question primaire. Où est-ce que vous avez vu que la campagne BDS était ambiguë sur l'existence de l'État d'Israël? Pour moi, c'est une campagne qui met en cause la politique de l'État d'Israël. Je voudrais voir une amie. Pardon? Oui, mais il ne faut pas s'en servir, c'est un faux débat. Je suis d'accord. Mais je souhaite, je rêve une grande manif à Paris demain, par vous et les autres, que ce sera affiché. Nous demandons boycotter Israël. Et nous ne mettons pas en question l'existence d'Israël par cet acte, par cette demande. On le sait très bien puisque Maintenant, la question était auparavant. les militants BDS, l'État d'Israël est soutenu par le gouvernement français. Moi, à Les partir... militants BDS sont condamnés aujourd'hui en France, à Paris. Laissez répondre, madame. Je voulais vous dire, dès 68, je lutte contre l'occupation. Relativement, j'ai un très bon record avec ça. Mais j'ai toujours pensé que le fait que le mouvement national palestinien a trouvé difficile, je comprends ça sur le niveau mental, et ce sera clair. J'ai toujours compris très bien. J'ai réclamé la reconnaissance des peuples palestiniens, des droits nationaux palestiniens, sans conditionner ça avec la reconnaissance d'Israël. Ça, c'était ma position, et c'est la position aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'ai pas demandé, je n'ai pas exigé des Palestiniens reconnaître Israël comme une condition sine qua non de la reconnaissance des droits palestiniens. Parallèlement, je pensais, et je pense toujours, que c'était une faiblesse historique, que 88 n'a pas arrivé 10 ans ou 20 ans plus tôt. On pourrait être beaucoup plus fort. Le fait qu'on est arrivé à 88, la reconnaissance d'Israël, vous devez savoir qu'une des raisons de reconnaissance de cette déclaration d'Algérie était la révolte, l'intifada, la première intifada. On a senti fort contre le sionisme. Et c'est le moment, parce qu'on s'est senti fort qu'on a reconnu Israël. Vrai ou non?
Donc je crois que nous devons sentir fort et dire, ajouter ça, pour qu'il n'y aura pas d'ambiguïté qui est utilisée par les sionistes, qui est autorisée par François Hollande. Et tout le monde ici à Paris. On peut ne pas être d'accord avec moi. Je pense. Monsieur a demandé la parole. Je voudrais dire que je souscris totalement à l'analyse qui vous a été proposée à la fois par... Je voulais dire que je souscrivais totalement à l'analyse qui nous a été proposée, d'autant que moi-même, quand je suis étudiant en droit international, j'avais parachevé ma formation de juriste à l'époque en sciences politiques. J'avais intégré l'IEP, mon sujet de recherche était précisément les accords d'Oslo. Et déjà à l'époque, je m'étais opposé avec mon directeur de thèse, Bernard Botivo, qui en 1997 déjà faisait publier, dans un contexte où on pensait que c'était une histoire de semaine. On parlait du printemps palestinien, on pensait qu'effectivement déjà à l'époque, on allait vers une déclaration de l'indépendance de l'État palestinien. Et déjà à l'époque, je m'étais opposé avec mon directeur de thèse, qui avait déjà imprimé son bouquin, Bernard Botivo, l'État palestinien. Et le sujet de ma thèse, donc les accords d'Oslo, qui m'a amené à travailler donc, très profondément sur la question, effectivement, moi en tant que juriste, sur les critères sociologiques ou juridiques qui allaient en faveur justement de l'analyse du processus qui nous conduirait ou pas vers un État palestinien. Et lorsque j'ai étudié le sionisme à cette période, j'ai compris la sécularisation du mythe fondateur de l'État israélien. Et pour formaliser, pour questionner mon travail d'étudiant à l'époque, qui était censé être fondé sur la rationalité, donc l'étude des textes, des normes juridiques, etc. J'ai mis en doute, et donc l'issue de ma thèse consistait à dire qu'il n'y aura pas et il n'y aura jamais d'État palestinien. Yitzhak Rabin a été malheureusement assassiné sur un malentendu. Je pense qu'effectivement à l'époque, même les extrémistes juifs ont pensé qu'on allait vers ce processus-là. Et j'avais mis en préface de ma thèse un passage de l'Ancien Testament qui est fait état du titre de propriété revendiqué par les sionistes et par les juifs intégristes, où effectivement Dieu s'adressera à Moïse, arrivé sur la plaine de Moab, lui demande de rentrer en terre d'Israël, en n'entrant pas lui-même, mais qu'il permette du distribuer d'y rentrer et de diviser, voilà, chacun peut-être connaît le passage en question, et la fin de ce verset était restée en résonance, puisque Dieu s'adresse à Moïse et dit « Prends bien le soin de chasser les habitants de cette terre, de détruire leur divinité, parce que si tu ne les chasses pas complètement, ils resteront tels des piquants à te piquer les flancs et les yeux, et ce que j'avais pensé leur faire, c'est à toi et à ton peuple que je ferai. » Et donc, quand je suis venu le jour de ma soutenance, mon directeur, sur le seul fait de cette préface, m'a dit « Monsieur Charny, vous avez attaqué l'État d'Israël. » Le cours. J'ai dit, monsieur, pourquoi, qu'est-ce qui vous fait parler? Parce que j'ai cité ce passage, je dis moi ce que j'ai fait, j'ai simplement interrogé un travail rationnel, cartésien, et j'ai considéré qu'il était complètement en échec, qu'il était bas, à côté de cette passion et de ce mythe qui mobilise effectivement toutes les consciences et qui nous piège parce que nous ne sommes plus dans la rationalité, nous ne sommes pas dans l'approche pragmatique des choses. Donc je suis totalement d'accord avec vous. Et à côté de cette idée effectivement d'envisager le boycott politique, etc., avec les conditions que vous avez évoquées, je suis aussi pour l'idée de déconstruire ces mythes. Parce que sans la déconstruction de ces mythes et ces légendes, il n'y a pas d'approche rationnelle. Mais je pense qu'il faut relayer ça, il faut le vulgariser, il faut déconstruire les consciences. Et le parallélisme avec la situation française est tout à fait pertinent parce qu'il y a des mythes au sein de la société française qui font pas mal aussi la situation. Excusez-moi si j'ai peur. Merci. En fait, c'est pas Oslo. Oslo, en fait, a été la résultante de quelque chose qui a été annoncé à la conférence de Madrid. En 91, quand il y a eu la conférence de Madrid, après la guerre du Golfe, souvenez-vous, quand l'Irak a envahi le Koweït, donc on fait la guerre du Golfe, où à ce moment-là, il y a eu des holas de la part de toutes les populations arabes disant et la Palestine, pourquoi de poids de mesure, pourquoi ne permettre pas la Palestine? De ce fait, les Américains se sont engagés à faire quelque chose, et on a donc convoqué une conférence internationale à Madrid. Tout était dit à Madrid. Certes, l'OLP était invité pour la première fois officiellement, il y avait les Jordaniens, mais il y avait trois choses très importantes. La première chose, c'est que l'ONU s'est retrouvée sur un strapontin, c'était la reprise en main par les Américains totale des dossiers. Donc l'ONU était écartée. La deuxième chose qui a été demandée par les Israéliens, c'était l'abrogation de la résolution de 1975 qui a assigné le sionisme à du racisme.
Et donc, ils ont obtenu gain de cause. Et enfin, la troisième chose, c'était la non-référence à la résolution 194.3 du mois de décembre 48, qui fait référence, bien évidemment, aux compensations, au droit à retour, au statut de Jérusalem. Ils ont obtenu ces trois, donc c'était évident que le après faisait partie d'une très belle pièce de théâtre dans laquelle tout le monde a joué sa partie. Mais tout avait été dit à ce moment-là, au moment de la conférence de l'année. Par rapport au mythe aussi, par rapport à l'histoire du policier, il y a un fondement même, c'est la base de l'éducation, parce que déconstruire les mythes, c'est déconstruire les esprits. Or, aujourd'hui, ici comme en Israël, et d'ailleurs c'est très intéressant, parce que je travaille sur les manuels scolaires qu'on fait depuis plusieurs années. Nourit Teled Hanan a fait sur les manuels en Israël, moi je l'ai fait sur les manuels en France dans le cadre de travail. En fait, je vais dire une chose, quand j'ai montré à Nourit le manuel français, elle m'a dit c'est quasiment la même chose qu'en Israël. Et ce n'est pas le cas des manuels ailleurs en Europe. Donc il y a une vraie problématique française par rapport à la manière dont on enseigne l'histoire. Et ça veut dire que derrière ça, il y a une idéologie de formatage. Oui, allez. Oui, juste deux remarques. La première remarque concerne la question du boycott. Dès l'instant que le boycott est le boycott des produits israéliens, il y a une reconnaissance implicite de l'État. On ne peut pas boycotter ce qu'on ne reconnaît pas. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque concerne... je m'étonne de votre insistance à vouloir que la campagne BDS affirme ou réaffirme, parce qu'elle n'a pas l'affirmé à mon avis, mais qu'elle affirme nouvellement qu'elle ne remet pas en question l'existence de l'État d'Israël. Pourquoi cela m'étonne, cette demande de votre part? Parce qu'elle me semble contradictoire avec un des éléments que vous avez développé au début, et qui était très intéressant, que je partage complètement, c'est l'outrance, pour ne pas dire l'arrogance, de l'État d'Israël à non pas être État d'Israël, mais être État juif. Et là, il me semble qu'il y a une contradiction chez vous. Oui, pourquoi voudriez-vous, tant que l'État d'Israël se confond et s'oppose comme un État théocratique, que vous dénoncez, contre lequel vous êtes radicalement, pourquoi aussi longtemps que cette situation persiste, voudriez-vous que l'État d'Israël soit séparé de l'État juif? Il y a une contradiction. Merci. Avant de donner la parole, je vous rappelle que nous avons des frais dans toutes nos réunions. Vous avez une corbeille à la sortie, ne l'oubliez pas. J'ai oublié de le dire à la dernière réunion, et il n'y avait pas de corbeille, nous n'avons rien eu. Alors vous le donnerez besoin tout à l'heure. Merci. J'ai décidé. Monsieur Lafrosse, vous pouvez prendre la parole. Question là. Vous allez pas répondre d'abord? Comme vous voulez des questions? Oui, J'ai une bonne mémoire. C'est la France. Même avec la... Je voulais simplement dire, oui, je veux me faire l'avocat du diable et de répondre honnêtement à cette question. Si je m'imagine sioniste convaincu, ceux qui reconnaissent l'État d'Israël tout en le boycottant, ce sont des antisémites, ce sont des hitlériens, ce sont les héritiers de la pensée de Doriot, de Laval et de tout ce monde-là. Pourquoi? Parce que ils veulent maintenir le pauvre Israël dans ses frontières ridicules d'avant 1966-1967, et avec cette taille de guêpe qui l'empêche de respirer. Alors que Israël, normalement, pour être un État normal, il doit s'étendre au-delà, quitte à faire une place, s'il le faut, à certains Palestiniens. Voilà l'idée dans laquelle on baigne lorsque on veut prendre le parti des sionistes, intelligents. C'est ça qui est un peu gênant dans la reconnaissance de l'État d'Israël, parce qu'en le reconnaissant dans ses frontières, on encourt le reproche de lui interdire l'espace vital. Voilà. Merci Pierre, encore une intervention. Oui.
moi je voulais, plutôt que de faire des analyses, il y a une question simple. Il y a une question simple. Aujourd'hui, je pense que l'existence d'Israël est un fait. D'accord. Donc, on peut en discuter comme on veut, mais c'est un fait. Il y a 8 millions de juifs israéliens qui vivent donc, sur cette terre. Donc, on est à 1 million près. Donc, moi, je voulais revenir et vous poser une question sur des éléments d'analyse que vous avez fait et qui me semblent importants. L'analyse de la situation est complexe. Donc, ce que je vais ressortir, c'est uniquement quelques éléments. Le premier élément, c'est qu'on est dans un contexte, on vous le dit, de développement de politiques identitaires. Elles ne sont pas au niveau géopolitique national, elles sont au niveau planétaire. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder l'Europe, regarder ce qui se passe aux États-Unis. Le deuxième point que vous avez cité, c'est qu'il y a un manque de leadership. Le manque de leadership, il n'y a pas de leadership, on le constate, si vous regardez en Palestine, il n'y a pas de leadership. Mais je veux aller au-delà, il n'y a pas de leadership au niveau mondial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, Obama qui aujourd'hui dit « je ne fais rien ». D'un autre côté, vous avez Poutine. Et d'un autre côté, au niveau de l'Europe, vous avez Merkel qui réagit à la suite d'un événement, à la suite de problèmes de réfugiés. Donc c'est ce contexte-là qui me semble le plus important. Vous avez comparé, on ne peut pas comparer la Palestine avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, effectivement, il y avait un leadership. Il y avait Mandela, il y avait tout un peuple. Il y avait aussi une situation politique qui faisait que le boycott a marché. D'accord? Donc voilà, un peu, je voulais revenir sur deux éléments importants. D'une part, le regain ou le développement de politiques identitaires, le manque de leadership au niveau mondial. On le trouve aujourd'hui en Europe. Je n'ai pas de leader politique qui s'affirme et qui aujourd'hui va faire entendre la voix des Palestiniens. Et c'est dans ce contexte-là où je pense qu'il faut être lucide et voir comment on peut faire pour faire entendre la cause palestinienne et la populariser et la défendre. Parce qu'aujourd'hui, elle est inaudible. Il faut vraiment voir au niveau en France, aujourd'hui, chacun est replié sur soi-même. Il y a un égocentrisme qui se développe, qui est de plus en plus important. Et on est en train de chacun sauve sa peau avec ce qui se passe au niveau politique. Voilà que... Merci. Et cette dame là-bas a demandé les paroles avant. Donc je vais répondre pour vous dire combien il y a des Je crois avoir bien compris le pragmatisme de M. Thoreau, parce que, en tant qu'Américaine, je vois très bien que dès qu'on peut faire un chantage pour dire que quelqu'un veut éliminer Israël, les gens tout de suite prennent peur. Si on peut éliminer cette facilité de faire ce chantage, je crois qu'en ce moment-là, c'est vrai que les campagnes anti-BDS ne marcheront pas. Donc pareil. J'ai eu raison de lui donner les paroles. On parle des enjeux électoraux aux États-Unis, parce que nous sommes à un moment crucial où j'ai très peur pour l'avenir. Voilà. Je vais répondre sur une question très très importante ici qui était posée. Je comprends les sensibilités, évidemment. Je comprends aussi cette tendance de ne pas laisser Israël faire n'importe quoi, exiger n'importe quoi. Mais je suis contente que je vous avais provoqué un peu. Parce que je savais que je viens à une audience qui sera très pro-palestinienne. Et comme moi je suis pro-palestinien, je dis, mais venir d'essayer de convaincre les gens qui sont convaincus, ce n'est pas... Bon, j'ai souligné quelque chose sur le niveau stratégique, mais aussi des principes. Vous avez essayé de justifier en
en commençant à dire que c'est-à-dire le boycott en soi et cette reconnaissance d'Israël. Je suis d'accord. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et les pro-sionistes juifs profitent de ça. Et l'accusent d'antisémitisme, etc., etc. Donc je voudrais neutraliser qui d'abord ne pourrait pas sortir et accuser les BDS si c'est clair et net. Nous sommes contre l'occupation. Je ne suis pas pour les BDS pour changer les régimes israéliens parce que ça c'est montage en Israël avec les Arabes israéliens. Changer Israël et faire d'Israël, désioniser Israël. Mais je ne suis pas pour un BDS parce que les citoyens israéliens arabes sont une situation complètement différente que cette masse dans le territoire occupé qui subit 50 ans d'occupation sans aucun droit. J'ai écrit mon premier livre, Comment le peuple juif fut augmenté, avec une conclusion de déconstruire cet état ethnique. Le deuxième livre que j'ai écrit justement pour déconstruire cette mythe que la terre appartient aux Juifs. Le troisième livre que j'ai écrit, j'ai démissionné, j'ai rendu les cartes aux Juifs. Mais mes positions politiques, donc les livres politiques, les gens ne comprennent pas. Je suis modéré, ce n'est pas un blague. Je sais que si je ne fais pas aucun compromis sur le niveau d'analyse historique, je sais que la politique, c'est un monde de compromis. Mais le but est de rendre un peu plus de justice dans la politique. Et c'est la raison, et vous ne pouvez pas nier. Tout à l'heure, on a comparé Israël, le boycott d'Israël avec le Sud-Afrique. Une des grandes différences entre les deux était que boycotter le Sud-Afrique était plus facile. C'est-à-dire c'était aussi important dans le sens qu'il y avait beaucoup de Noirs afro-américains, si vous voulez, aux États-Unis, qui s'est mobilisé, qui ont fait des pressions en États-Unis pour la boycott, pour la victoire contre le racisme sud-africain. Avec l'Israël, c'est le contraire. C'est-à-dire, ces juifs en États-Unis, en France, organisés, parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine juive qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas sionistes. Mais ces groupes organisés, qui ont un poids dans le lobby pro-israélien aux États-Unis et ont un poids dans le lobby parisien pro-sioniste, profitent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour les Palestiniens comme les Afro-Américains étaient pour les Noirs en Sud-Afrique. C'est complètement différent. Donc, en réfléchissant, en venant ici, j'ai pensé qu'il faut contribuer un peu à améliorer cette lutte, être plus sage dans cette lutte. Donc, vous avez, d'un côté, vous avez dit, c'est une reconnaissance boycotter Israël. Et le Parlement dit, mais pourquoi reconnaître comme il ne reconnaît pas les Palestines? Donc, vous êtes plein de contradictions. À mon avis, vous êtes plein de contradictions. Parce que si vous savez très bien qu'on ne peut pas mettre en question l'existence d'Israël. On ne peut pas. Les Palestiniens savent ça, qu'ils ont eu tort. Pas parce que et ça c'est important, parce que la demande de reconnaître l'État d'Israël, ce n'est pas parce que l'État d'Israël a raison, que l'État d'Israël c'est un État démocratique. Et l'État d'Israël, ce n'est pas un pur fruit de colonisation, je sais tout ça. Mais parfois, reconnaître un fait accompli pour arrêter un processus d'injustice profond est plus important dans le niveau historique et politique. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Maintenant, la dame a dit ça. On accuse les BDS en Europe, en États-Unis, en Israël comme antisémites. C'est clair pour moi que la plupart des militants, d'activistes des BDS ne sont pas antisémites. Mais c'est mieux de savoir, c'est-à-dire faire et rendre les affaires de toute cette pro-sioniste plus difficiles. Très clair, et c'est très important que la reconnaissance d'Israël
C'est une déclaration claire qu'on n'est pas antisémite. C'est traduit dans l'opinion publique. C'est pas l'État juif. C'est un État d'Israël, c'est pas l'État juif. Jamais, je m'oppose. Et si demain, l'autorité palestinienne, avec la pression américaine, va forcer les Palestiniens à reconnaître Israël comme État juif, moi je vais m'opposer. Moi je vais déclarer qu'il ne faut pas reconnaître Israël comme État juif, parce qu'on reconnaît Israël comme État raciste. C'est clair pour moi. Mais parallèlement, pour lutter contre l'antisémitisme et lutter contre les propagandes, justement, qui m'accusent. Moi, je suis aussi accusé d'être antisémite, comme vous savez. Mais je dois vous rassurer que je ne suis pas antisémite. Mais par antisionisme, par rapport à l'État d'Israël, par antisionisme. C'est pas vrai que ça passe. Antisionisme, c'est antisémitisme. Quand je lis ces propos, je dis, mais c'est pas possible. Non, c'est possible qu'il fasse, parce que je connais un peu cette monde politique, mais que les réactions n'étaient pas, comment dire, fort en France de dire, mais ce n'est pas possible quelque chose pareil. C'est pire de Guy Mollet. Mais force de dire ça, c'est faire naître dans l'opinion publique que le BDS, ce n'est pas une organisation antisémite, que le but de BDS dans cet état historique, c'est cesser cette occupation, cette oppression des populations palestiniennes dans le territoire public. C'est ça, point. C'est ça le BDS. C'est une politique Il a des privilèges. Non, parce qu'il a commencé très bien. Je veux dire que si on regarde depuis 60 ans, depuis que le problème palestinien s'est posé, les Palestiniens, dans toutes leurs luttes, ils ont connu des difficultés, et même dans les négociations secrètes, au moment où ça se fait très mal, on les a toujours poussés à abandonner de plus en plus leur aspiration. Leur charte, ils l'abandonnent en négociation avec les États-Unis en leur disant un petit effort, cher ami, un peu par-ci, un peu par-là. Et au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils ont abandonné la charte, au jour d'aujourd'hui, tous les Palestiniens qui demandent de voir, ils n'ont plus rien à lâcher. Ils ont tout lâché. Et donc, pour la première fois, les Palestiniens, la société civile palestinienne a trouvé une façon de lutter, une méthode de lutte qui est moralement inattaquable. Quoi que vous puissiez penser, moralement inattaquable, et donc on ne peut pas dire aujourd'hui, comme vous semblez le dire, écoutez, cher ami, moi je veux bien vous soutenir à condition que vous fassiez ceci et cela. Donc si on veut soutenir les Palestiniens pour leur autodétermination, leur aspiration à leur patrie, eh bien, on les soutient sur la base de ce qu'ils demandent. Je n'ai pas été très long. Madame et monsieur, bonsoir. Je m'appelle Alain Chalouat, je suis un jeune palestinien, toujours ici, du camp de Jérusalem. Le fort. Je suis un étudiant palestinien qui j'ai fait une expédition en France, j'ai fait un master de relations internationales. Tout d'abord, ça fait un an exactement que je suis ici, pour ça je parle le français comme le vache espagnol, excusez-moi. Ma question qui n'est pas palestinienne, accepter de signer Oslo, et on est accepté de prendre 22% de notre terre d'origine, et on est perdu 78% de notre terre d'origine, parce que c'est une grande chance pour la paix, on a accepté ça, on a signé ça. Dans le moment où on a signé Oslo, à Cisjordanie, il y a des 100 000 colons israéliens. Aujourd'hui, dans ce moment, il y a 800 000 colons israéliens. Au moment d'Oslo, il y a des 100 checkpoints. Aujourd'hui, il y a 734 checkpoints fermés, toute la ville et le village dans la Cisjordanie. À Cisjordanie, il y a le plus grand mur de la route de l'histoire de l'humanité. C'est le plus grand de la mur de Berlin 3 fois.
Il y a des systèmes d'apartheid dans ces Jordanie. Les gens palestiniens vivront toujours, chaque jour, chaque heure. Donc, dernier statut qui dit chaque 3 jours, il y a un Palestinien qui est mort dans ce conflit. Mon question, M. Shlomo, vous êtes un professeur et vous êtes un académique. C'est quoi les solutions avec un monsieur comme Netanyahu? Qu'est-ce que les Palestiniens vont faire avec monsieur comme Netanyahu? Si on ne fait pas le BDS, on fait quoi? C'est quoi la solution dans votre avis? Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas parlé contre le BDS. C'est contraire. Je voudrais améliorer cette ligne et élargir ce but. J'ai perdu espoir de changer la société israélienne à cause de certaines analyses que j'ai essayé de vous montrer. À ce moment-là, je croyais que les pressions extérieures, qui est aussi très difficile, est plus possible pour changer ce destin des peuples palestiniens aujourd'hui. Je ne crois pas que le BDS peut résoudre tous les problèmes. Mais je voudrais cette pression qui s'élargit et s'agrandit en espérant qu'on va cesser un jour l'occupation le plus long. Maintenant, les arguments contre le BDS dans les sociétés israéliennes, et ma position n'est pas facile, vous pouvez me croire. Une des choses on dit, mais pourquoi le BDS contre Israël et pas contre les Saoudiens aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a cet argument. Les Saoudiens vont entrer en Yémen, ils font n'importe quoi. La Chine opprime le Tibet. Pourquoi on ne fait pas un BDS contre la Chine, contre la Saoudie? Donc j'essaie de répondre. Je n'ai pas la Saoudie, je n'ai pas la Chine. Mais les situations, si vous voulez, dont le conflit israélo-palestinien est différent. Ça fait 50 ans d'occupation de notre population sans aucune faute. J'espère que les Saoudiens ne restent pas en Yémen, qu'on va les chasser de Yémen. J'espère un jour qu'il y aura d'autres rapports entre la Chine et le Tibet. Non, ce n'est pas contre. Rien n'est possible. Mais y compris l'Israël palestinien aussi. Je voulais dire une chose, que la spécificité, la justification des BDS contre Israël, c'est au moins les Chinois dont le autodétermination, c'est-à-dire les Tibétains sont des citoyens chinois. Mais pas les citoyens, c'est-à-dire Israël ne veut pas accorder aux Palestiniens, même par force, une citoyenneté. Donc la situation qui se dure 50 ans, ce n'est pas une guerre qui dure un mois, un an. C'est une situation historique pénible qu'il faut changer avec beaucoup de moyens. Quels sont les moyens aujourd'hui? C'est autrement au BDS. Donc, comme je suis contre le terreur, et terreur, c'est toujours un terreur. Terreur, c'est toujours un terreur, même si les motivations sont toujours différentes. Je suis pour la BDS, mais je voudrais et je pense que ce sera accepté par des Français juifs, par un migrant juif, ça doit être plus clair et plus net politiquement. Et plus jouer tous les temps avec les mots. Moi, je ne demande pas être plus gentil avec Israël. Ce n'est pas ça la motivation. Vous avez compris ou non? Mais je discute avec les gens. Ils me jettent dans la figure. Mais c'est antisémitisme. Mais c'est pour détruire l'État d'Israël. Non, le BDS, ce n'est pas pour changer Israël, c'est-à-dire faire Israël un État juif d'un État de ses citoyens. C'est une autre lutte.
Mais si on arrive à arracher Israël de tout le territoire occupé, si on arrive à reconnaître un État palestinien indépendant, je crois que le processus en Israël elle-même va aussi changer. Et ce sera plus facile pour moi d'échanger avec les autres cet État d'Israël. D'ailleurs, dans mon rêve, si vous voulez, ces deux États qui immédiatement après l'indépendance palestinienne vont être confédérés parce qu'on ne peut pas vivre au Proche-Orient sans les Arabes. Eh bien, par exemple. C'est ce qui vient de dire. J'ai répondu dès le début, j'ai fait critique de Oslo. Excusez-moi, vraiment. J'ai dit que Oslo c'était un bluff israélien, non? Mais pour le savoir, non, les BDS c'est quoi? Les BDS c'est forcer Israël de quitter tous les territoires qu'ils ont construits à ce procès pour bâtir un État palestinien indépendant, souverain. Et à ce moment-là, moi, pour l'Israélien, je dois lutter pour confédérer les deux États après la souveraineté, pas avant. Ça, c'est ma position. Sauf que je suis politiquement très léniniste. Vous savez comment? Je veux dire qu'avec le temps, on a devenir utopique. Comment voulez-vous chasser d'ici quelques années, ça va être un million de... Avec les temps, si dans 200 ans, Israël arrive à chasser tous les Palestiniens comme les Blancs ont fait on est Nord-Amérique, je serai devant une situation que je ne pourrais pas chanter. Oui, messieurs, c'est pénible à dire, mais il y a des processus de l'histoire que dans 200 ans, je ne veux pas réclamer les droits palestiniens comme les traités de Francien va disparaître. Mais pour le moment, je crois encore qu'on peut arrêter Israël. Peut-être. Mais pour arrêter Israël, il faut être plus sage. Ça, c'est mon avis. Merci, Bernard. Oui, bonsoir, Bernard Cornu. Obama et Ban Ki-moon ne sont pas rééligibles. Tous les deux ont été humiliés par Netanyahou. Obama en obligeant en d'être au Congrès, et il y a un mois, après la déclaration de Ban Ki-moon au Conseil de sécurité. Supposons qu'une résolution soit votée par le Conseil de sécurité sous chapitre 7 pour demander l'application de toutes les résolutions des Nations Unies sous un délai de 6 semaines comme on l'a imposé à l'Irak. Qu'est-ce que, en tant que médiateur, vous pouvez conseiller aux deux parties, le gouvernement israélien, la communauté israélienne en général, et aux Palestiniens, dans un délai de 6 semaines pour des choses claires, qui soient applicables, qui soient appliquées sous 6 semaines. Voilà. C'est encore, la résolution chapitre 7, c'est le seul moyen pour obtenir l'évacuation des Nations Unies. Une menace essentielle. On l'a appliqué sur l'Irak. Chirac, la veille de la guerre, il a dit ne voit-on pas qu'il y a le Parlement 2 poids et 2 mesures. Le règlement de la crise du vote doit servir de précédent, c'est un terme juridique opposable, c'est un terme juridique, à toutes les violations des peuples et des hommes. Toutes les violations des droits des peuples et des hommes. Voilà. Donc c'est le seul moyen. Chirac, implicitement l'a dit. Encore, on n'a eu aucun gouvernement qui ait le courage de proposer une résolution. Le gouvernement en Angleterre va peut-être changer. Si on a Corbyn, il y aura, à mon avis, pas d'opposition en plein de résolution dans un but de revenir à la paix. Voilà. Donc que pensez-vous que vous exercez comme médiation dans cette période cruciale de 6 semaines dans laquelle il faudra tout décider? Je pourrais élire Chirac comme président. Non, mais ça, c'est le genre de postulat, c'est complètement. Qui va faire le médiateur, malheureusement, parce que si c'était lui le médiateur, on n'aurait pas de problème. Je pense que de toute façon, ben oui, c'est ça, c'est réglé, on est bien d'accord. C'est pour ça que c'est la question ici, ça n'a pas de sens. En fait, on a juste 3 possibles à l'heure actuelle par rapport à Israël. Le premier possible, c'est de faire pression sur les politiques, parce que les décisions elles viennent au niveau politique. Ce qui est très étonnant, c'est que par exemple la France, c'est le premier pays à avoir autant de
coopérations avec la Palestine, ce sont des vraies coopérations techniques, certes, mais ce sont des vrais engagements politiques. Donc, il y a une centaine de coopérations qui existent, 66 qui sont actives, ça embête Israël pour parler des mal du monde, mais de manière très très forte. Quand il y a eu l'année dernière, il y a 1 an et demi, la réunion de toutes les villes du monde qui avaient une coopération avec la Palestine, ça a été l'enfer pour Israël. Parce qu'il y avait des délégués, il y avait plus de 300 délégués qui arrivaient de 35 ou 36 pays, je crois. Tous ceux qui avaient une coopération, je vous rassure, il n'y avait pas un Américain, puisque les États-Unis, c'est un des rares pays au monde qui n'a pas de coopération avec la Palestine. Il n'empêche que ça avait un poids. Donc faire pression sur les politiques, il faut continuer à le faire. Même si on sait qu'il y a un phénomène, je ne comprends pas pourquoi. Des gens comme Valls, par exemple, il y a quelques années, il avait soutenu la Palestine, et pas seulement ça, il avait adopté un enfant palestinien à Gaza, et aujourd'hui, c'est juste. Donc, on ne sait pas pourquoi, quand ils arrivent là-haut à l'Élysée, il va y avoir un programme de lessive qui n'est pas le même pour les autres cultures. Mais il ne faut pas désespérer, je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là. On a tous un droit de vote, on connaît tous des personnalités politiques, d'abord à l'échelle locale, mais c'est important de le faire savoir et d'être présent dans ce stade-là. La deuxième chose, le BDS a été demandé par l'autorité palestinienne en 2005, je vous le rappelle. Là aussi, petit retour en histoire, les Palestiniens, au début de la mise en place du projet sioniste, au début du XXe siècle, déjà appelé au boycott, quand ils se sont rendus compte qu'ils allaient être les dindons de la farce. Donc ça fait partie d'un vieux projet que les Palestiniens ont remis en place en 2005 quand ils se sont rendus compte que la résistance armée n'allait jamais rendre quoi que ce soit, puisqu'ils ne font pas le poids vis-à-vis de l'armée israélienne. Donc le BDS c'est une évidence, après à peaufiner comme le propose Shlomo Sand d'une manière ou d'une autre, ça c'est après le débat, mais le BDS est une évidence à continuer. Enfin après il y a l'humanitaire, vous savez, sortir du cadre. J'en veux une preuve, je vous donne deux exemples qui ont été donnés, qui m'ont toujours fait rire et que je trouve très intéressants. C'est le réalisateur Nizar Hassan, un réalisateur palestinien-israélien, qui me disait, il y a, au moment de l'attaque que j'ai vue en 2002, dans le film de Chili, qui était outré, qui avait filmé les images quelques heures après le massacre. Et il disait, on n'a pas de poids, on n'a malheureusement pas de poids pour cesser cette machine de guerre. Il dit, mais on pourrait par exemple imaginer que tous on se donne rendez-vous. Vous savez, il y a des délégations qui partent en Palestine pour les olives, on décide qu'on part tous en même temps, un peu comme ce qu'avait fait au moment de l'attaque sur Ramallah Claude Léostic, de faire une délégation pour bloquer le processus, que l'on aille tous avec une fleur aux frontières de l'État d'Israël pour marquer la frontière, avec un peu comme à l'image d'Arthur Bertrand, avec des photos à faire du dessus, mais vraiment une masse humaine, c'était une image qu'il avait donnée comme impossible. L'autre, je le cite parce que c'est plus concret et il a été réalisé, c'est le travail qui a été fait par Ramsey Abolodouane. Vous savez, ce petit garçon, lorsqu'on reparle de la jeunesse, puisqu'on était sur le film ce soir, qui au moment de la première Intifada, sa photo a été traversée le monde. Il jetait un caillou contre un char. C'était un petit garçon. Cette photo, elle a fait le tour du monde en 87. Ramsey a eu la chance qu'il s'est mis à faire un peu de musique en Palestine. Et il a été tellement doué qu'il a été remarqué. Il a obtenu une bourse du gouvernement français. Et il a fait ses études à Angers. Et comme Ramsey est devenu altiste, il a décidé de créer un orchestre qui s'appelle Al-Kamadia, qui est le violon, et de faire des concerts de musique pour financer des écoles de musique en Palestine. Ce qu'il a fait. Et dans les camps de réfugiés palestiniens, à l'extérieur de la Palestine, ce qu'il a fait. Dans un film qui montre son parcours, Just Play, si vous avez l'occasion de le voir, vous voyez faire des actions, parce que pas seulement il apprend la musique aux enfants, pas seulement il se bat pour ce projet-là, mais à un moment donné, il emmène son orchestre, notamment au checkpoint de Calandia. Vous savez, ce très beau checkpoint qui emmène les Palestiniens tous les jours. Il amène l'orchestre et il monte tout, et descendent et se mettent dans la durée de la musique. Et les soldats, c'est vrai, sont tombés. Donc voilà, il y a trois possibles aujourd'hui. On n'est pas bloqué, point d'importance. Mais il ne faut pas oublier la dimension politique, je pense aussi. Et en même temps, le BDS est une demande palestinienne. Il ne faut pas le lâcher. Merci.
Monsieur Jean, vous voulez rajouter un mot? Merci. Alors, je vous remercie.